Bonjour tout le monde et merci beaucoup pour cette invitation à parler donc de la responsabilité juridique en santé publique. Alors je vais commencer un peu par la même remarque que Virginia, c'est-à-dire que le sujet était tellement vaste qu'il fallait quand même que je choisisse. Donc j'ai fait le parti pris de vous parler aujourd'hui véritablement de la question de la santé publique et de la responsabilité, notamment en matière de politique publique, en essayant tout d'abord, malgré tout, sans vouloir offenser personne, j'espère, vous faire quelques rappels sur les notions de responsabilité juridique, et puis ensuite pour vous donner quelques exemples, et puis essayer aussi de non pas prédire l'avenir, parce que j'en serais bien incapable, et je pense que ça n'est pas du tout mon rôle, mais essayer de voir un petit peu quelles sont les tendances que l'on voit aujourd'hui émerger. Alors, on l'a vu avec la présentation précédente, alors nous les juristes, alors quelques petits disclaimers pour commencer, donc je suis bien juriste, donc j'aime bien mettre les choses dans des boîtes, dans des concepts, dans des catégories, donc je ne suis pas hyper flexible, donc de temps en temps, vous allez le voir, c'est un petit peu compliqué. Et deuxième chose que je voudrais vraiment dire ici, c'est que je ne suis pas avocat et que je ne suis pas magistrate et je suis encore moins responsable politique. Donc, ceci étant dit, je vais essayer de vous donner en fait ma vision de juriste, chercheuse à l'INSERM, de cette problématique. Donc, c'est une notion floue donc, qui nous embête un petit peu, vous l'aurez compris. Mais dont on comprend que quand même, il y a quelque chose à voir avec la puissance publique. On comprend bien que quand même l'État a quelque chose à nous dire de la question de la santé publique. Et quand on parle de l'État, on ne parle pas simplement des ministères ou de là où se prennent les décisions, où se décident les stratégies, mais également de ceux qui les appliquent, c'est-à-dire notamment les agences de moyens. Alors on en a plusieurs en France, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et tout ça, ça se fait, alors dans le contexte français, c'est pas du tout la même chose dans d'autres pays, hein. J'ai fait le choix là aussi de ne vous parler que de la France. En France, donc, on a vraiment une action qui est très forte de l'État et qui est reconnue par les textes les plus hauts de notre société, que sont la Constitution, mais également la loi, et notamment le Code de la santé publique, on y reviendra également. On a quand même une politique de santé publique qui a pu évoluer au fil du temps et justement en fonction de la dimension politique, c'est-à-dire en fonction de l'engagement, on va dire, de l'État, soit un État-providence très présent, soit un État plus libéral, avec donc une décentralisation, une déconcentration plus forte. Donc finalement, on est d'accord, on est quand même avec une fonction régalienne qui est très forte en France, mais qui a été au fur et à mesure et assez régulièrement déléguée à des échelons soit territoriaux, qui étaient censés être plus pertinents, soit une division, on va dire, plus thématique, donc en fonction des problématiques de santé qui, bien évidemment, ne se ressemblent pas toutes. Alors, en France, on a quand même, comme je le disais, la loi, et notamment le Code de la santé publique, qui nous dit très clairement que la nation, finalement, donc l'État, définit la politique de santé selon des objectifs pluriannuels. Donc ça, c'est le principe qu'on retrouve dans le Code de la santé publique, à travers différents outils que sont des plans, des actions, des programmes de santé. Et vous le voyez, on le dit très clairement, hein, donc il n'y a pas de suspense, c'est bien de la responsabilité de l'État que dépend la définition de ces objectifs. Et en creux, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dépend aussi de l'État la mise en œuvre de ces objectifs. Donc bien évidemment, leur définition, mais également leur mise en œuvre. Et puis en 2016, à l'occasion de la loi sur la politique de santé publique, on a supprimé un petit mot, alors vous savez là aussi, hein, je fais ma juriste, mais j'aime bien de temps en temps. On fait très attention aux mots quand on fait du droit. Et des fois, changer un petit mot dans un article, ça peut changer beaucoup de choses dans la pratique. Et en l'occurrence, ici, on a enlevé le mot public en 2016. Hein. Et là, ça voulait dire que l'État n'est plus seulement responsable de la santé publique, mais de la santé au sens large. Et donc là, on renforce encore une fois la responsabilité de l'État et on renforce sa fonction régalienne. Parce que vous l'aurez compris, plus on a de compétences, plus on en est responsable. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, tout ça serait très beau si les juges ne s'en étaient pas mêlés, ou si la population, comme on l'a dit tout à l'heure, ne s'en était pas mêlée. Et aujourd'hui, on sait que bien, l'État n'est peut-être pas aussi protégé, voire, à mon sens, de moins en moins, là je vous donne ma conclusion, à mon sens, de moins en moins protégé sur le plan juridique
pendant très longtemps, finalement, on a une courbe assez similaire qu'on va essayer de retracer juste après. En termes de responsabilité, qu'elle soit médicale ou au niveau des politiques de santé publique, on était dans des domaines qui étaient préservés. Préservés parce que respectables, respectés, et on n'attaquait pas son médecin et on n'attaquait pas l'État. Voilà. Ça a beaucoup, beaucoup changé, notamment sous l'effet du procès du sang contaminé, sur lequel on va essayer de revenir un petit peu, et où on a clairement remis en question cette dimension du protecteur naturel de la santé, qui est cette dimension qu'on vient juste de voir dans le Code de la santé publique. Et on a eu donc plusieurs affaires qui ont mis à mal cette fameuse confiance des citoyens, qui se sont sentis du coup légitimes pour attaquer l'État. Alors on va le voir avec quand même plus ou moins de succès, mais quand même avec une volonté justement de ne pas laisser impunis des malversations en termes de définition de la politique de santé ou de sa mise en œuvre. Et donc on va le voir, il y a aussi une concomitance de ce déploiement de la responsabilité avec la question de l'acceptabilité du risque et de la mauvaise acceptabilité du risque de plus en plus présente dans notre société. On est dans une société, on l'a vu, très technicienne en matière de santé, et cette technicité fait croire que finalement le risque sanitaire n'existerait plus, alors que pas du tout, c'est juste qu'il change de forme et qu'il faut l'évaluer d'ailleurs un peu différemment. Donc, on va commencer par une définition, c'est qu'est-ce que c'est que la responsabilité juridique? La responsabilité juridique, ne tenez pas compte que ça vient juste du Code civil, parce que ça pourrait avoir des conséquences en termes d'application, mais je trouve que la formule, en tout cas, est assez adéquate pour expliquer ce qu'est la responsabilité juridique. C'est tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et à la différence de la définition que vous avez donnée tout à l'heure, ici on comprend bien qu'il faut qu'il y ait quelques éléments qui soient existants, matérialisés, prouvés, pour que la responsabilité juridique puisse être engagée. Et les conséquences de l'existence de cette responsabilité, c'est potentiellement d'obtenir une indemnisation. Et alors, c'est là où il y a une limite à cette définition, c'est que ça vaut pour la responsabilité dite indemnitaire, c'est-à-dire quand on va demander des dommages et intérêts. Cette responsabilité indemnitaire, elle se couple en fait avec une responsabilité pénale, et je vais vous expliquer ça juste après. Donc en gros, si on veut faire simple, pour être responsable au sens du droit, il faut qu'il y ait 3 éléments, une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Cette détermination donc, de ces 3 éléments va permettre de dire qui est responsable, donc d'identifier le responsable, et va permettre également de dire qui paye, qui indemnise. Et à partir en fait de cette détermination de qui est responsable et qui indemnise, parfois on va se rendre compte qu'il ne peut pas y avoir de faute qui sera déterminée. On donne souvent l'exemple des infections nosocomiales où voilà, c'est la faute à pas de chance, un risque s'est développé dans un établissement alors que toutes les normes sanitaires étaient tout à fait correctement appliquées et applicables et appliquées. Et malgré tout, il y a quand même un dommage qui va se produire qui est anormal. Ce dommage est anormal. Eh bien ça, cette façon de raisonner sur la responsabilité dite sans faute, eh bien ça s'applique aussi dans le domaine de la santé publique. C'est-à-dire que ça va uniquement servir à permettre d'indemniser des personnes pour lesquelles on ne va pas arriver à déterminer de faute réellement, mais on sait que le dommage est anormal et qu'il y a quelque chose qui s'est passé qu'on n'est pas capable de complètement déterminer, mais on doit finalement leur reconnaître leur statut et pouvoir les indemniser. Donc c'est ce qu'on appelle justement, donc en cas d'absence de faute, la responsabilité sans faute, et c'est celle qui va pouvoir être potentiellement engagée, encore une fois, en matière de santé publique. Donc pour essayer de mieux vous faire comprendre, et c'est pour ça que je pense, vraiment c'est pas que je veux faire ma prof ici, pas du tout, mais c'est simplement parce que je crois que c'est assez confus dans la tête de tout le monde sur qu'est-ce que c'est que la responsabilité, comment ça s'engage et à quoi finalement ça peut conduire. D'une part, on a la responsabilité indemnitaire. La responsabilité indemnitaire, c'est la responsabilité qui repose sur la faute, c'est une responsabilité qui a un fondement qui est légal,
Avant, on parlait du contrat médical, pour ceux qui ont déjà fait du droit de la santé ou du droit médical, on parlait de contrat médical. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On parle maintenant de fondement légal de la responsabilité. Et le fondement légal, c'est si quelqu'un a commis une faute quelque part qui a causé un dommage, il faut que ce dommage soit réparé. Et ça va être réparé comment? En monnaie sonnante et trébuchante, c'est-à-dire des dommages et intérêts pour la personne qui a été victime. Ça, c'est la responsabilité indemnitaire. Cette responsabilité indemnitaire, comme je le disais, parfois, elle peut reposer sur la solidarité nationale quand on n'est pas capable de déterminer d'où vient la faute. À côté de cette responsabilité indemnitaire, on a ce qu'on appelle la responsabilité pénale. La responsabilité pénale, c'est quand on vous parle du tribunal correctionnel, de la cour d'assises, ce sont ces juridictions-là. La responsabilité pénale, elle vise à reconnaître une infraction pénale, c'est-à-dire un acte qui est reconnu comme insatisfaisant pour la société, qui n'est pas tolérable par la société. Et la sanction qui va être adossée à cette infraction pénale, si elle est reconnue, ça peut être une peine d'amende. Cet argent ne va pas dans la poche de la victime. Quand on parle d'une amende, l'argent va dans les poches de l'État, parce que cette amende vise à indemniser contre un fait social qui est intolérable. D'accord? Donc ça, c'est l'amende. La deuxième chose qu'on peut faire quand on est reconnu pénalement responsable, c'est qu'on peut vous priver de liberté. C'est une sanction qui est donnée par la puissance publique. On peut vous priver de liberté. Ces deux responsabilités, indemnitaire et pénale, elles sont indépendantes, mais elles peuvent être conjointes, notamment quand on se constitue partie civile. D'accord? Donc le procès a lieu au pénal, la victime se constitue partie civile, et donc peut également demander en fait des dommages et intérêts. Mais ce sont deux actions qui sont différentes et qui reposent sur des fondements différents. Et il y a enfin, en matière de santé publique aussi, une responsabilité qui est politique. Et cette responsabilité politique, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que les responsables politiques peuvent également être poursuivis devant une cour spéciale. Et donc, on va essayer de faire le point. Ce tableau, je ne vais pas le redire, c'est exactement ce que je viens de dire en raccourci. Donc, pour expliquer à quoi ça correspond la responsabilité indemnitaire, comment on peut l'engager, qu'est-ce qu'on répare. Idem pour la responsabilité pénale. La responsabilité pénale, sa particularité, c'est qu'il faut que l'infraction pour laquelle on poursuit quelqu'un figure dans le code pénal, ce qu'on appelle l'application spécifique du droit pénal. Ça ne peut pas être une faute. Cette faute, elle doit être absolument caractérisée, elle doit faire l'objet d'une infraction pénale, on doit la trouver, si vous voulez, dans le code pénal. Et au niveau de la responsabilité politique, je vous rappelle juste ici qu'il y a une immunité pénale du chef de l'État, ça c'est dans notre Constitution, mais qu'en revanche, les ministres ne bénéficient pas de cette immunité pénale. Et les ministres, donc, on a la possibilité de les poursuivre devant une cour qui est une cour spéciale, qui est la Cour de justice de la République. Cette Cour de justice de la République, elle juge donc les ministres, on va y revenir, qui sont dans le cadre de leurs fonctions. Une particularité de ce contentieux en matière de santé publique, c'est qu'en tout cas en matière pénale, donc c'est-à-dire, je n'ai pas de pointeur, là, ici, cette responsabilité pénale, donc je ne parle pas de celle des ministres, la responsabilité pénale de n'importe quel opérateur dans le domaine de la santé qui serait poursuivi, eh bien, c'est un contentieux qui est unifié au sein de deux pôles qui sont basés, donc en fait c'est une séparation en deux de la France, le nord à Paris et le sud à Marseille, donc à travers deux pôles qui sont des pôles de santé publique, qui sont des pôles spécialisés. Et ça veut dire quelque chose quand même, si je peux me permettre, c'est que ça veut dire que quand même le contentieux en santé publique est un contentieux très spécial et très spécifique, qui nécessite aussi une expertise extrêmement particulière. Et c'est aussi la raison pour laquelle on retrouve cette exception d'avoir des pôles spécialisés en matière de contentieux dans le domaine de la santé publique. Alors, pour revenir au niveau des acteurs, juste, vous pouvez, ça ne me dérange pas. Vous pouvez, on peut donc identifier donc l'État et les agences et opérateurs qui opèrent justement au titre de l'État.
On a également les structures. On avait tout à l'heure le directeur de l'hôpital. L'hôpital aussi peut être tenu pour responsable pour un certain nombre de fautes qui seraient commises dans le cadre du service de certains professionnels de santé. Et puis après, il y a la responsabilité complètement individuelle des personnes. Donc vous le voyez, c'est une forme de hiérarchie et tout ça est cumulable. C'est-à-dire qu'on peut avoir une responsabilité de l'État, d'une structure qui peut être l'hôpital ou en l'occurrence un centre de transfusion sanguine, hein, on va le voir, mais qui peut être aussi des individus, des personnes comme vous et moi. Et tout ça se cumule. Les missions de l'ensemble de ces acteurs, et donc ces missions qui vont déterminer le périmètre des obligations, on l'a vu pour l'État, la protection de la santé et la définition de ces politiques et de leur mise en œuvre, et puis la délivrance des soins, en tout cas pour les structures et les acteurs. Alors finalement, si on fait un petit recul, un petit flashback, hein, puisqu'on est sur les 25 ans de l'ISPED, un petit flashback en termes de responsabilité, première évolution qu'on peut remarquer, c'est une forme de stabilité de la responsabilité des professionnels de santé, donc à l'échelle individuelle. Cette responsabilité, elle a vraiment flambé fin des années 90, donc c'était bien avant le schéma que je vous ai présenté ici, mais depuis les années 2010-2011, on a vraiment une stabilité, on va dire, dans les procès qui sont menés, ou en tout cas dans les déclarations assurantielles, puisque ça c'est en fait une assurance qui fait ce rapport sur la responsabilité professionnelle et la responsabilité médicale tous les ans depuis, je pense, plus de 15 ans. Donc on voit une forme de stabilité avec, malgré tout, un taux d'engagement de condamnation qui est assez élevé. C'est-à-dire que sur la dernière partie, ici, là, sur la dernière colonne, on voit que quand même on a moins de plaintes et moins de déclarations de sinistres, mais en revanche, on a un taux de condamnation qui est beaucoup plus élevé. Donc vraiment une évolution, on va dire, de la responsabilité médicale qu'on pourrait considérer comme étant complètement décomplexée, c'est-à-dire on attaque son médecin comme on attaque son garagiste. Donc il n'y a plus cette façon de respecter ou de dire ah ben, je suis en face d'un sachant et puis ben, si ça ne se passe pas comme ça aurait dû se passer, ben, c'est la faute à pas de chance. Donc là maintenant on est vraiment dans une dimension décomplexée, on attaque le professionnel de santé sans aucune difficulté. Ben, je dirais que pareil, hein, pour les politiques de santé publique. Hein. On a exactement le même schéma et la même évolution, c'est-à-dire une mobilisation du principe de précaution qui a été très forte en fait dans les procès qui étaient liés à la santé publique, et puis quelque chose de décomplexé vis-à-vis des responsables politiques et le fait qu'ils doivent aussi quelque chose à la société et ils doivent quelque chose aux individus. Et bien sûr, ça a commencé avec la vache folle, le sang contaminé, et puis récemment le Mediator ou encore le Levothyrox, sur lequel je ne me prononcerai pas parce que c'est quand même très en cours et que, voilà, je ne me prononcerai pas sur les affaires en cours, comme qui dirait. Je reviens donc maintenant à la responsabilité politique. Je vous ai présenté tout à l'heure rapidement la Cour de justice de la République, qui a été créée en 1993. La date doit vous faire un petit tilt quand même, qui est vraiment en pleine affaire du sang contaminé. Et c'était bien aussi pour répondre à cette demande sociale qui était de dire on ne peut pas laisser les responsables politiques en totale impunité face à des actions dans lesquelles on pense qu'il s'est passé quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on les met en cause. Alors, on a quelques célèbres formules dont je laisse la primeur à l'intervenant suivant, mais on est clairement dans une dimension où on a envie aussi que chacun réponde de ses actes. Et donc cette mission, cette juridiction spécialisée, en fait, elle est tout le temps et régulièrement remise en question, notamment du fait de sa composition que vous avez ici, c'est-à-dire une composition qui est très politique. Et puis 3 magistrats du siège, dont on peut parfois critiquer la dépendance, ou l'indépendance. Et donc il y a vraiment beaucoup en fait régulièrement des critiques contre cette juridiction, et malgré tout elle est toujours en cours, alors que je pense que juste avant le Covid il était vraiment question que ça s'arrête. Il y avait vraiment un projet politique pour que ça s'arrête, et là en l'occurrence vraisemblablement c'est pas le cas. Voilà. C'est pas le cas. Non, c'était pas le moment, je crois. Exactement.
Alors au niveau alors pour reprendre un peu l'historique du sang contaminé, et pour essayer de le faire très vite et pas trop technique, c'est plus pour vous montrer la complexité en fait de ce que je viens de vous présenter sur le plan théorique, voir comment ça se passe dans la vraie vie. Mais dans la vraie vie, donc, il y a eu une affaire du sang contaminé dont tout le monde connaît ici au moins les tenants et peut-être pas forcément tous les aboutissants. Mais donc plusieurs actions ont été engagées de manière plus ou moins concomitante autour de cette histoire du sang contaminé, avec donc des premières actions qui ont attaqué surtout des responsables, notamment de centres de transfusion sanguine. La qualification ici était importante au pénal parce que les requérants voulaient que ça soit qualifié d'empoisonnement, ce qui pouvait avoir ensuite des conséquences en termes de peine notamment. Mais cette qualification n'a pas été retenue par le juge, notamment parce qu'il n'y avait pas de caractère intentionnel à la contamination des pauvres personnes qui ont été contaminées par ces lots de sang. Par contre, lors de ce procès, qui était déjà un procès en appel, je vous ai évité les premiers, on a retenu la tromperie sur la qualité des marchandises et il y a eu des condamnations individuelles qui ont été prononcées, et notamment des peines de prison. En parallèle, donc, on a, quelque temps après, en fait un peu en décalé, mais donc, vous voyez 93 et puis 99, des poursuites qui sont faites au niveau des responsables politiques. Première poursuite, au niveau indemnitaire, devant le Conseil d'État, on va poursuivre l'État. On va poursuivre l'État pour carence fautive. Mais l'État va être condamné. Et on voit bien ici que la dimension indemnitaire, le fait de reconnaître les individus comme étant dans une situation qui est complètement anormale et pour lesquelles il faut leur verser des indemnités, des dommages et intérêts, là le juge fait son travail et en tout cas fait le travail de dire ces personnes ne sont pas dans une situation normale, elles ont subi un dommage anormal, il faut trouver un moyen pour engager la responsabilité de l'État. Et puis la responsabilité de l'État, c'est pas qu'il faut trouver un moyen, c'est qu'elle est constituée. C'est ce que va démontrer en fait le Conseil d'État. En revanche, au niveau de la responsabilité politique, on a plusieurs ministres qui sont poursuivis à cette période-là, et là on a 3 non-lieux qui sont prononcés. Ce procès va durer, et en fait, ça ne va pas s'arrêter là, notamment au pénal, parce qu'il va y avoir une intervention de la Cour de cassation, il va y avoir aussi un changement dans la politique judiciaire, là non plus je ne voudrais pas rentrer trop dans le détail, avec une reprise de l'instruction, de nouveau, sur la question de l'empoisonnement. C'est-à-dire, vous savez qu'on ne peut pas juger 2 fois une même personne pour les mêmes faits. En revanche, si on change de qualification pénale, si on passe sur la qualification d'empoisonnement, on refait un procès. Donc on a refait en fait tout un procès autour de ça. Et là, en fait, là, changement radical de position de la Cour de cassation, puisque, en l'occurrence, elle dit que la preuve sur le plan pénal n'est pas rapportée, que les différentes personnes poursuivies ont eu connaissance du caractère nécessairement mortifère des lots, et donc il n'y a pas de lien de causalité, et donc c'est un non-lieu général qui est à ce moment-là prononcé, avec toutes les conséquences sociétales que vous pouvez imaginer. Alors, on est actuellement à peu près dans la même configuration, sauf que là, pour le coup, on ne peut pas anticiper sur qu'est-ce que ça va devenir. Honnêtement, là, pour le coup, moi, je n'ai pas de boule de cristal. Je suis comme ma collègue. Je ne peux pas voir dans l'avenir. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de plaintes qui ont été déposées et on va le voir tous azimuts, c'est-à-dire exactement avec la même configuration que celle qu'on vient de voir pour le sang contaminé, des individus, des responsables politiques, des ministres, des agences, des structures. On se retrouve avec un contentieux qui va être à peu près le même, en tout cas, aussi foisonnant, mais donc pour le coup, à mon avis, on n'a pas à attendre. Alors il y a aussi le conseil scientifique, enfin je pense que tout le monde est poursuivi. Hein, donc, voilà. Alors là, ça ne va pas être complètement la même chose, parce qu'il va falloir prouver aussi le dommage. Et le dommage va aussi être lié à l'absence d'action. L'absence d'action ou l'inaction, parce qu'on va avoir en fait des contentieux qui vont aller d'un argument à tout son contraire en fait. Donc c'est vous avez trop agi, vous avez réduit nos libertés individuelles, vous n'avez pas suffisamment agi, vous n'avez pas pris les bonnes options au bon moment, on va tout avoir, c'est évident.
Donc on est quand même dans une dimension, encore une fois, qui est celle de la santé publique, où on est très largement en situation d'incertitude et avec vraiment des grandes difficultés. Alors, sans faire, encore une fois, la boule de cristal, quels sont les caractères communs de ce contentieux en santé publique, qui est un contentieux particulier, vous l'aurez compris. Premier caractère, c'est au niveau du dommage. C'est-à-dire que le dommage concerne plusieurs personnes. Et ce qui change par rapport à la situation même de 2003, c'est qu'aujourd'hui, on a sur le plan juridique des possibilités d'agir de manière groupée. Et ça, on ne l'avait pas, ou pas forcément. Alors la class action, chez nous, ça a mis du temps à arriver. Et aujourd'hui, donc, on a des actions collectives. Et par exemple, pour le lévothyrox, les premières décisions qui ont été rendues sur la base de ces nouvelles actions. Ça, c'est pas très bon quand même pour nos responsables à l'avenir. Parce que ça, c'est quelque chose qui en 93, ou même en 2003, n'existait pas. On a encore une fois cette problématique particulière de « ok, c'est facile d'engager la responsabilité quand on a un dommage qui est constaté, c'est-à-dire je suis contaminé, c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû m'arriver, mais essayer d'engager la responsabilité de l'État ou de ses services pour une inaction, c'est excessivement difficile à prouver. J'ai commencé mon topo en vous disant tous ces éléments doivent être prouvés. Prouver qu'une inaction cause un dommage, c'est pas toujours complètement évident à prouver. En tout cas, c'est plus difficile que si le dommage est constitué. Deuxième élément extrêmement difficile en matière de santé publique, c'est le lien de causalité. C'est dire, eh bien, ce dommage est vraiment la résultante de ça. Pourquoi ? Parce qu'on est parfois, pas toujours, dans des situations d'incertitude. Et cette incertitude, notamment scientifique, c'est-à-dire est-ce que c'est bien ce produit qui a causé ce dommage ? Ça, il n'y a qu'un expert qui peut nous le dire, ce n'est pas un magistrat n'est pas un médecin. Donc, comment prouver ça ? Et quand on est dans des situations où la science est claire, ce n'est pas compliqué. Par contre, quand on est dans des environnements où la science n'est pas claire, eh bien là, on est dans une situation d'incertitude qu'il est excessivement difficile de gérer. Et dernier élément, c'est que si on fait un bilan très comptable des différentes affaires qu'il y a eu en matière de santé publique jusqu'à aujourd'hui, on a eu pas mal de condamnations quand c'était tout à fait justifié sur le plan indemnitaire. Par contre, c'est excessivement difficile, voire pas possible, d'obtenir des condamnations pénales. Je vous en laisse tirer les conclusions. Deuxième caractère, c'est la mobilisation du principe de précaution. Là aussi, c'est à quoi ça sert le principe de précaution? Comment on peut le mobiliser? Est-ce qu'il est utile? Justement, dans une situation d'incertitude, on pourrait penser que c'est un principe qui pourrait être actionné. Mais est-ce que ça marche véritablement? Alors, il y a eu plein de commentaires autour de l'usage du principe de précaution. Même dans les arrêts que je vous ai présentés tout à l'heure, il y a eu aussi des analyses autour de ce principe de précaution. Mais c'est vraiment un principe de vigilance sanitaire et qui doit malgré tout reposer sur l'état de l'art scientifique. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on ait des indices pour actionner le principe de précaution. Donc c'est un principe qui est très difficile finalement à mettre en œuvre sur le plan de la pratique. Alors si on fait le bilan, il est mitigé, il n'est pas beaucoup lisible, on ne sait pas vraiment... C'est très compliqué de reconstituer en fait ce contentieux en matière de santé publique, du fait des différents types d'actions, du fait des différents types de responsabilités. Et ça, je trouve que ça renforce encore ce sentiment de défiance. C'est-à-dire que comme on n'a pas un contentieux qui est très lisible, ça renforce finalement la méfiance des citoyens vis-à-vis des décideurs. Et ce, je dirais d'autant plus que si on refait un petit tour des solutions qui ont été proposées à la suite de ces affaires, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais en fait, on n'a eu vraiment que des solutions qui étaient conjoncturelles. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a fait quand un truc ne marchait pas? On a changé l'agence, on a changé ses procédures d'évaluation, on en a créé de nouvelles, on a créé une juridiction spéciale. Donc on a vraiment essayé juste de proposer des solutions vraiment ad hoc et très conjoncturelles. Et finalement, comment on fait si on essaye de voir un peu plus loin et d'adopter une posture un peu plus structurelle? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ce contentieux? Qu'est-ce qu'on fait pour en améliorer sa lisibilité? Et pour faire en sorte peut-être aussi que les choses marchent mieux pour tout le monde, que ce soit pour ceux qui font la santé publique, comme pour ceux qui la reçoivent, si vous voulez.
eh bien, il faut quand même essayer voilà, de trouver des solutions. Et ça, là, je pense qu'il y a aussi des questions de méthode, d'évaluation, de méthode d'évaluation en santé publique. Moi, je ne suis pas la spécialiste de ces questions, je peux pas... mais je pense qu'il y a des choses à faire, là. Il y a probablement des choses à faire, où on peut essayer justement de mieux cerner, de mieux anticiper. Il faut clarifier les acteurs. Là, c'est trop compliqué, il y a trop d'agences, enfin, c'est pas qu'il y a trop d'agences, mais en tout cas, on ne comprend pas comment elles interagissent. Bon, je ne sais pas. Ça a été un peu spontané, mais en fait, c'est pas qu'il y a trop d'agences, c'est aussi qu'il y a... Alors peut-être qu'il y en a trop, je ne vais pas me défausser. Peut-être qu'il y en a trop, mais parfois, il y a aussi beaucoup de mal. Moi, je suis une spécialiste de ces agences sanitaires, je les connais très bien, je connais leur rôle, je connais leurs fonctions, et je sais comment elles interagissent. Mais pour le grand public, c'est extrêmement confus. On ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas donc qui est responsable de quoi. Donc, au final, il faut que ça manque de clarté. Donc, il faudrait mettre un peu d'ordre dans tout ça. Un peu plus de transparence dans les expertises, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, et dans les procédures. Et puis, probablement des nouveaux outils et des nouveaux moyens pour la santé publique. Bon, là, maintenant, j'espère que nos politiciens sont convaincus qu'il faut un peu investir, quoi. Enfin, oui, c'est pas gagné, je suis d'accord, mais bon, on peut toujours espérer qu'à un moment, on va quand même avoir un peu plus pour la santé publique, et en tout cas des moyens aussi. Mais encore une fois, je pense qu'il n'y a pas que l'innovation, enfin, il n'y a pas que la monnaie sonnante et trébuchante. Il faut aussi innover en matière de santé publique et innover en matière de méthode scientifique. Alors, je n'ai pas de très bonnes nouvelles, c'est que je pense que quand même, on va avoir une explosion du contentieux. Bon, voilà. Donc je crois que là, franchement, il n'y a pas de suspense. D'abord parce qu'aujourd'hui, on sait comment marchent les actions de groupe et les actions collectives. On a un peu plus de recul sur comment ça fonctionne. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, ça va être lancé. Il y a déjà plein d'actions en cours. Il ne faut pas oublier non plus qu'en cours de route, on peut avoir des évolutions de politique judiciaire, mais aussi de politique de jurisprudence, de décisions contentieuses. Donc ça, c'est un peu là, pour moi, en tout cas, l'inconnu. C'est-à-dire comment les magistrats vont se positionner. Ça, j'ai encore un peu de mal. Enfin, j'arrive pas à voir comment ça va se passer. Et puis, n'oublions pas qu'aujourd'hui, tout va très vite et qu'on a des réseaux sociaux. Beaucoup de réseaux sociaux. Et là, eh bien, les informations circulent, donc les groupes se constituent. Et les avocats aussi savent aussi donner leurs conseils, ou en tout cas voilà, se positionner sur ces actions. Donc franchement, voilà, il n'y a pas de suspense. Et alors quand même, une petite note un peu optimiste. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous encourage vivement à aller lire cet avis du Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, qui a rendu un avis en juillet 2021. Alors, bien sûr, axé sur le Covid, mais franchement pas que, très large, sur l'arbitrage, justement, individuel, santé publique, et qui fait quelques propositions que je trouve assez intéressantes sur... mettre en place des états généraux, comme on l'a fait pour la bioéthique, pour l'éthique de la santé publique. Alors moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc vraiment, je trouve que la suggestion est plus qu'à propos. Et puis, développer aussi les outils de la consultation publique. Ça pourrait être aussi quelque chose qui militerait pour la démocratie sanitaire. Et je vous remercie de votre attention.